Voyage en récit Martin Stephens. et Geoffroy Scrive. Martin Stephens, merci d'accepter cette rencontre. Vous êtes à Strasbourg, je suis à Brest et nous nous retrouvons à Paris au Bon Conseil où vous allez donner donc une conférence avec le général Pierre de Villiers sur le thème du courage. Mais si nous nous rencontrons aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de cette conférence, peut-être parlerons-nous du courage, mais c'est pour parler de votre dernier ouvrage intitulé « Faire face, le visage et la crise sanitaire » aux éditions Point de bascule, que vous avez co-publié, co-écrit, avec Monsieur Pierre Dulot. Alors pour les auditeurs qui ne situeraient pas exactement, vous êtes donc professeur en Cagne et en Hippocagne, donc à Strasbourg, vous êtes philosophe, vous avez écrit notamment, alors on va citer des personnes ou des textes que nous avons pu lire dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère, mais je citerai notamment la philosophe Simone Veil. Vous avez reçu en 2013 un prix, le prix de l'humanisme chrétien, pour un petit traité de la joie, ça nous en parlerons peut-être, qui a été déjà publié en 2011, donc il y a à peu près 10 ans. Puis un deuxième prix en 2016 pour Rien que l'amour. Ce sont de beaux titres, de très beaux titres. Et je voudrais commencer à propos de cet ouvrage, donc Faire face, par peut-être les dernières pages de cet ouvrage dans lequel vous écrivez « Le visage de l'homme est bien l'image de Dieu. En masquant l'homme, notre modernité se révèle à elle-même comme refus du mystère. En voilant ce Dieu qu'on ne saurait voir, en bâchant le visage humain, nous accomplissons très logiquement l'humanisme athée. » Alors, par rapport à ça, je repensais à la prière de saint François, je ne sais pas si vous la connaissez. « Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur te découvre sa face et te prenne en grâce, qu'il tourne vers toi son visage et te donne la paix. » Alors, entre cette prière de saint François qui évoque la face et le visage du Christ, et ce qu'on peut lire dans votre ouvrage par rapport à le visage de l'homme est bien l'image de Dieu, comment cette prière de saint François résonne-t-elle en vous ? Eh bien, elle résonne en moi en me rappelant que saint François a été nommé l'Alter Christus, l'autre Christ, et il a dû lui-même passer par ce que le Christ lui-même avait apporté à l'humanité, à savoir non pas ce sur quoi elle vivait, ce à partir de quoi elle vivait, c'est-à-dire un sacré défensif. Il s'agissait de ne pas souiller ni d'être souillé. Et le Christ a montré que c'était Dieu qui venait à l'homme, c'était Dieu qui venait toucher pour purifier. Et on connaît cet épisode de la vie de saint François. Face aux lépreux, il voit bien qu'il a été touché par cet amour qui nous vient de bien plus loin. C'est cet amour de Dieu pour chacun et qui brûlait en lui, mais cet amour était comme empêché par la présence de ces lépreux, comme un dégoût. Et je crois que le dégoût est quelque chose de très très naturel. Et un jour, ce qu'a fait saint François, c'est qu'il a été embrasser un lépreux, comme un peu, comme on se dirait, voilà, maintenant c'est fait. Maintenant, je suis davantage mort à moi-même et je peux vraiment aimer toutes les créatures. Et par là, il a vraiment mis ses pas dans ce que le Christ était venu ouvrir comme voie au-delà de la crainte de souiller ou d'être souillé. Et c'est ce que ça m'évoque parce que peut-être qu'on ne peut vraiment voir le visage de l'autre que si on le libère de la prise sociale qui fait de lui un intouchable, un souillé, ou que si je me libère moi-même vis-à-vis de lui de ce fantasme de la souillure. Et voilà, c'est ce que m'évoque cette formidable prière. Merci de commencer par saint François qui m'est très cher. Alors je vais continuer simplement par quelqu'un que nous avons eu la chance d'interviewer récemment sur cette antenne, de converser avec lui, c'était Pierre Magnard. Ce que j'ai vu il y a quelques jours et je lui disais que nous allions nous rencontrer à propos justement de ce livre Faire face. Alors il m'a dit c'est étonnant parce que il doit rédiger un texte sur le sujet du visage. Il me dit qu'il allait commencer par la thèse de Nicolas de Cues. Il me l'a énoncé. « D'où avons-nous un visage ?» me disait-il. Le visage, c'est l'expression du regard que Dieu porte sur chacun d'entre nous. Voilà la thèse défendue par Nicolas de Cues.
Dieu nous envisage, il nous donne un visage. Et c'est ce regard porté par Dieu, comme celui de la mère qui envisage son nouveau-né en le regardant la première fois. Alors ces mots, comment résonnent-ils en vous? Je pense notamment, alors là, je fais un bond en arrière, à la première page de cet ouvrage, dans lequel vous parlez justement des femmes qui accouchent, ou jusque dans les maternités, tenues de porter un masque. Les femmes qui accouchent accueillent la vie en se cachant d'elle. Comment cette thèse de Nicolas de Cues, pareil, trouve-t-elle un écho en vous? C'est magnifique, je ne connaissais pas l'œuvre de Nicolas de Cues, est immense et à chaque fois très fécondante. Mais en effet, notre visage, en fait, à proprement parler, nous n'avons un visage que pour toujours déjà l'offrir à celui qui nous fait face, à celui qui est notre vis-à-vis. Car notre visage, nous ne pouvons pas le retenir à nous. Il est même la seule partie de notre corps qui, dans le face-à-face, que l'autre dans le face-à-face peut voir et que nous ne voyons pas. Il est vraiment la partie de nous que nous offrons absolument, parce que je peux voir mes mains en vous parlant, comme vous les voyez, je peux voir mon torse, mais le visage, lui, il est toujours déjà offert, il est prêté. En plus, c'est pour ça sans doute aussi qu'il est nu et c'est là que la relation intervient, qu'on espère toujours que l'autre va habiller ce visage d'un regard, c'est-à-dire d'un regard qui le garde, qui prenne soin de ne pas le capturer dans une défiguration, dans un dévisagement. Et donc que le visage se trouve à l'intersection de toi et de moi, dans la relation, je trouve ça très très beau. Et c'est vrai que on fait une petite phénoménologie du visage dans le livre avec mon ami Pierre Dulot, et je me suis particulièrement attardé à un moment donné sur le regard qui cesse précisément d'être un envisagement, qui est ce regard qui va, par exemple, isoler un des traits. On a tous vécu ça étant enfant. La mère qui s'approche en disant « Mais qu'est-ce que tu as là? C'est quoi cette vilaine tache ?» Et tout à coup, nous étions un peu repoussés parce que le visage de notre mère, nous dévisageant, n'était lui-même, ce visage-là, plus un visage. C'était un regard qui vient se fixer, qui vient préférer à l'ensemble des traits. C'est ça un visage, c'est une entité qui dépasse l'ensemble de ces traits, quelque chose qui est encore plus grand qu'un simple portrait robot, aussi fidèle soit-il. Et quand quelqu'un nous dévisage, c'est qu'il va isoler l'un de nos traits pour en faire la totalité de notre être. Or, la totalité de notre être, non seulement elle nous échappe, comme je viens de le dire, mais l'on espère qu'elle échappera à l'autre, au sens où il n'en fera pas l'objet d'une captation. Donc, que notre visage commence dans l'envisagement et par la grâce d'un autre qui nous le rend, ce visage, par un sourire par exemple, je ne peux qu'adhérer. Ça me rappelle une amie justement qui me disait que dans les maternités, certains petits perdaient le réflexe du sourire parce qu'ils ne voyaient pas celui que l'adulte au-dessus d'eux pouvait esquisser du fait de ce masque. Mais j'aimerais aborder la couverture. La couverture de ce livre, est-elle celle que vous avez choisie vous, ou est-ce le choix de l'éditeur? C'est un choix de l'éditeur. Voilà, l'éditeur a pouvoir sur deux choses, la couverture et le titre. Bon, le titre, c'est le nôtre, pas la couverture. Alors, parlons un peu de cette couverture qui nous interpelle, puisque on va quand même faire face, le visage et la crise sanitaire. Alors, on aurait pu s'attendre à voir un masque. Bon, et on voit un miroir. Alors, c'est très intéressant, parce que j'y ai repensé justement en parcourant cet ouvrage, et je me dis, tiens, il n'aborde pas, il me semble, le côté narcissique du visage. Vous savez, ce côté un petit peu miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et puis, il n'aborde pas non plus, peut-être à l'opposé de ce narcissisme, certaines communautés dans lesquelles on ne peut entrer qu'en étant presque, décoiffé, coupé, rasé. Je pense par exemple aux religieux, aux moines, aux religieuses. Je pense aussi à l'armée. Il y a des scènes de films, on voit les jeunes gens arrivent, ils ont plein de cheveux, ils sont ombres tout de suite. Ils perdent quelque chose, non pas du visage, mais de leur face quand même. Vous voyez, il y a quelque chose. Mais par contre, leur visage, eux, ne change pas, mais il y a là un rite d'intégration. Alors, est-ce que c'est voulu de ne pas avoir parlé un petit peu de ça dans le livre? Et deuxième question, on voit un miroir.
Et vous en parlez à l'intérieur, vous citez. Alors un cinéaste qui nous est cher sur cette antenne, on en a parlé notamment, on a lu quelques pages du Temps scellé, on avait pu parler de l'œuvre de Tarkovsky. Et Tarkovsky, vous le citez. Nous n'avons plus que Georges de la Tour ou Rembrandt, Cassavette ou Tarkovsky pour peindre et filmer le visage. Alors je me suis dit, tiens, est-ce que vous avez pensé au film Le Miroir de Tarkovsky par rapport à cette couverture? Non, mais ce jeu de miroir est très très intéressant. Non, j'avais pas pensé à Tarkovsky, mais déjà citer Tarkovsky, c'est toujours quelque chose. C'est quelque chose que j'aime bien faire. On a parlé du petit traité de la joie. Dans le petit traité de la joie, je cite un fragment de son journal, je crois, où il parle de ces joies qui parfois lui arrivent un peu comme Saint Ignace de Loyola parlait des joies sans cause antécédente, cette joie qu'il prenait Tarkovsky, et on sent ça dans son cinéma. Et là, j'ai cité Tarkovsky, je me souviens d'avoir hésité, alors qu'à Savette, c'est parce qu'il a fait un film qui s'appelle Faces, je crois, et qui est tourné vraiment, c'est le cinéma de la nouvelle vague, c'est un cinéma, c'est même pas du gros plan, mais c'est très proche du visage et en même temps en mouvement. Bon. Et il est capable de filmer une bagarre sans jamais filmer, dans mon souvenir, ça fait très longtemps, mais sans jamais filmer l'un et l'autre des protagonistes, mais seulement l'un ou l'autre, et même encore le visage l'un de l'autre. J'ai hésité à citer Bergman et j'ai regretté de ne pas l'avoir fait parce que récemment, on regardait la mise en scène qu'il a faite de la flûte enchantée et tout le long, même au début, lors de l'ouverture, il ne fait que filmer les visages des spectateurs qui sont là. Et il revient souvent pendant toute la mise en scène sur le visage de tel ou tel, notamment une petite fille. Et c'est vraiment un grand cinéaste du visage. Donc voilà, pour le cinéma, mais on aurait pu citer tellement de personnes. Pour ce qui est du narcissisme, c'est vrai que le visage porte aussi ce risque-là. Et on sait bien comment ça finit pour Narcisse. Et il y a quelque chose de très très rigolo, une petite information, c'est que il y a quand même un visage qui n'appartient qu'à moi, c'est ce visage face au miroir le matin ou quand on va à un rendez-vous, on essaye de le saisir dans telle ou telle vitrine. Le visage, la tête qu'on fait quand, avant d'aller au monde, eh bien, on se fabrique cette figure. Bon. Ce qui est très très rigolo, c'est que cette tête qu'on fait, on ne la fera qu'une fois dans la journée, c'est-à-dire au moment où nous-mêmes nous regardons. Parce que c'est une tête que après on ne fait plus jamais. Ça n'est pas du tout notre tête en état d'interaction sociale. Tant et si bien que quand on nous filme ou qu'on nous prend en photo, quelqu'un nous dit ah mais ça c'est tout à fait toi. Nous on est horrifiés, on dit mais c'est pas du tout moi. Et alors on lui montre la tête. Bon, mais non mais pourquoi tu fais cette tête, ça va pas. Bon. Et donc c'est intéressant parce que je crois que en effet le visage de Narcisse, précisément parce qu'il n'entre pas dans la danse de la relation, est un visage privé de la possibilité du vis-à-vis et n'est pas véritablement un visage. Revenons au cinéma. Auriez-vous pu citer quelqu'un comme Sergio Leone? Je pense tout le monde connaît les scènes de duel où on voit un gros plan de plus en plus, un plan se rapprochant de plus en plus des yeux, de la tête, du visage. Oui, parce que dans le face-à-face du duel, il y a quelque chose qui nous dit, même là, que la relation est première sur les visages qu'elle met en relation. Le mot le plus important, comme on le dit dans le livre, dans l'expression face-à-face, c'est le petit A qui les lie et qui fait que cette relation est ou bien amoureuse, ou bien pédagogique, ou bien... Mais il est vrai, et pensez aussi aux boxeurs quand ils sont l'un en face de l'autre. Et je crois que dans le duel, dans le jeu, même si c'est un jeu cruel du duel, un jeu cruel de la boxe, quoique j'ai jamais trop aimé regarder la boxe, mais la pratiquer, je trouve ça fascinant. Dans ce jeu-là, eh bien, on est déjà dans un au-delà de la violence. La violence, c'est quoi? C'est un rapport sans relation. C'est évidemment le rapport non consenti, c'est le coup de poing. Il y a bien du rapport dans la violence, mais il n'y a pas de relation. Un rapport sans relation ou l'indifférence qu'on oppose à celui qui nous appelle. Ça, c'est la violence. Quand on est dans la relation, eh bien, même le rapport de polémique, même le rapport antagoniste comme sur le ring, eh bien, dès lors qu'on est dans la relation, ils ont consenti à cette relation antagonistique, eh bien, dès qu'on est dans la relation, on n'est plus dans la violence. Et quelque part, Sergio Leone, il filme
il se situe dans cette limite. On est dans la violence, c'est un duel, et pourtant, dans la dualité du duel, il y a bien une mise en rapport. Alors, peut-être vais-je franchir cette limite de la violence. Je pense aussi à un cinéaste comme Michael Cimino, qui, dans Le Voyage au bout de l'enfer, on a cette scène où les prisonniers des Viettes sont condamnés à jouer à la roulette russe l'un à l'autre en se regardant. Il y a des intensités de regard, là notamment avec Robert De Niro, Christopher Walken, c'est impénétrable. Et là, il y a une rare violence. Alors, ces personnes que vous citez, Rembrandt, Tarkovsky, on a parlé de Sergio Leone, et là je parle de Cimino, peuvent-ils encore nous apporter quelque chose et dans quelles conditions par rapport à ce que vous disiez ici dans le texte? Voilà, nous n'avons plus que Georges Latour, Tarkovsky pour peindre et filmer le visage. Aujourd'hui, nous avons la publicité, mais justement, est-ce que ces personnes que nous venons de citer peuvent-elles encore nous apporter quelque chose? Et si oui, dans quelles conditions? Est-ce qu'une de ces conditions serait encore de savoir faire l'effort de prendre le temps de contempler, d'arrêter notre course effrénée et puis de s'arrêter sur un visage, que ce soit peut-être en allant au Louvre et de regarder un tableau, ou aussi peut-être je pense aux personnes qu'on voit dans la rue. Je suis venu ici traversant une bonne partie de Paris à pied. J'ai fait, ça n'a pas été un violent effort pour moi, mais de ne pas porter le masque sur une bonne partie du trajet. Je regardais, ça commence à se défaire. En plus, les tables maintenant sont ouvertes. Mais les personnes qui ne le portent quasiment pas et auxquelles on a accès à leur regard, ce sont les gens de la rue. Là aussi, une forme de violence peut-être, mais justement, est-ce qu'entre ces artistes que nous venons de citer et puis le quotidien que nous avons, est-ce qu'il faut faire encore prendre ce temps? Est-ce que prendre le temps est une condition pour accéder à cela? En fait, quand on lit comme on le fait là, le visage et l'art, eh bien ça nous montre que il y a peut-être quelque chose de... Oui, il y a un mystère du visage, et qui dit mystère dit que à la fois la chose nous enveloppe, et à la fois pour la faire nôtre, eh bien il nous faut déployer tout un tact, une pudeur, une intelligence. C'est pas comme ça qu'on croque un visage. Si on le croque n'importe comment, ça donne une caricature, ça donne une vilaine photo, on voit bien. Et même, il y a des visages que seul l'époux connaît quand ils sont ceux de l'épouse, et réciproquement. C'est-à-dire, il y a des visages aussi qu'on se réserve. Et donc, c'est la crainte qu'on peut avoir avec le masque qui, dont on nous a récemment dit qu'il faudrait s'y habituer en Occident. Alors, il a été précisé en Occident, mais il faudra désormais s'y habituer en Occident. Le visage masqué, le masque sanitaire, nous dit finalement risque de nous conduire à ne voir plus que les traits sociaux au lieu de cette expérience de nos singularités entrecroisées dans la rencontre et dans la relation. Quand quelqu'un a un masque, qu'est-ce que je vois? Je vois son accoutrement, je vois son habit me raconte son appartenance sociale, et je risque de l'y réduire. Quand il y a un visage, il y a toujours cette possibilité de rencontrer la personne au-delà de son personnage social. Et vous parliez des SDF, nous sommes des DF. La dernière fois, je me suis dit ça hier. Nous sommes des domiciles fixes, quoi. Nous avons été assignés à résidence et nous y avons largement consenti. Je connais encore énormément de personnes qui travaillent complètement chez eux et qui en souffrent. Bon, et comme souvent, les extrêmes en fait s'appellent. Il y a de plus en plus de gens qui vont dans les rues un peu hagards. Hein. La crise sanitaire a fait beaucoup de mal, je trouve. Et il y a en face, donc il y a SDF et DF. Et au fond, les SDF, ce sont en effet ceux qui n'ont pas de masque. Ceux aussi dont on voit très bien qui ils sont avant de les avoir envisagés. Donc quelque part, ils ont un masque. Et les DF que nous sommes, les domiciles fixes, en effet, nous n'avons plus de visage qu'à travers un écran. Un écran d'ailleurs, c'est ce qui est très inquiétant, où nous pouvons nous-mêmes nous voir en train de parler à l'autre. Donc on n'est plus dans cette face qu'on perd volontiers parce que l'autre en est le gardien. Voilà. Et dans cette société-là, deux extrêmes se croisent sans jamais se rencontrer, mais ni le SDF, ni le domicile l'assigné à résidence, on pourrait dire, n'ont vraiment de visage. Alors pour l'ôter, ce masque, faut-il recourir à un libre arbitre? Faut-il même oser encore recourir à un libre arbitre? Je pense une situation toute bête. En venant ici, parfois il m'est arrivé d'avoir, 300, 400 mètres de libre devant moi sans croiser personne.
Alors est-ce que je le mets parce qu'on m'a dit de le faire, parce que sinon j'ai une amende, parce que quelqu'un a pensé pour moi qu'il fallait que je le mette et puis je m'y tiens. Il y a aussi un confort évidemment de respecter une règle sans chercher plus loin, puis bon bah à quoi bon, et puis on continue. Mais est-ce qu'il faut justement recourir à un libre arbitre, se dire bon bah dans quelle situation, quelles sont les conditions, dans quelles conditions c'est un bien, dans quelles conditions ça n'en est pas un, enfin un bien ou même est-ce vital, enfin Hmm. Oui, libre arbitre, en tout cas, je pense qu'il y a une vertu qui existe pour cela, qui s'appelle la prudence. La prudence, c'est la juste articulation des moyens à la fin qu'on s'est fixé. Et donc, si votre but, c'est d'arriver vivant à cet entretien et à la limite de ne nuire à personne, bon, quand vous avez en plein air, vous marchez sur un trottoir, vous ne faites que croiser les gens à grande distance, il est tout à fait prudent de ne pas mettre le masque, mais peut-être même encore plus, surtout si vous marchez d'un pas assez vif et que vous êtes essoufflé dans votre masque, c'est pas très bon. Donc au fond, le problème, c'est que le masque est devenu un symbole. Hein, comme on le dit dans le livre, la propagande moderne, ça c'est Jacques Ellul qui dit ça, ne consiste pas en l'orthodoxie, c'est-à-dire à faire qu'un maximum de personnes pensent la même chose, parce que l'orthodoxie, c'est très difficile à obtenir. Jacques Ellul voit bien, et il voit les totalitarismes du XXe siècle, il dit le but c'est l'orthopraxie, que tout le monde fasse le même geste au même moment. Et le masque est en réalité un symbole. Et moi, si par exemple, si je converse avec des étudiants et qu'ils fument leurs cigarettes, bon, et qu'ils le mettent sur leur menton, et que pour discuter avec eux, parce que je suis fumeur passif, je l'enlève aussi, eh bien, je l'enlève jamais complètement. Pourquoi ? Parce que il est le symbole de notre époque. Et il dit quelque chose, même sur le menton. Et d'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que beaucoup de gens qui ne le mettent pas en plein air l'ont quand même sur le menton, comme s'il y avait quelque chose qui dépassait la simple mesure d'hygiène. Et de toute façon, c'est tellement évident, à partir du moment où c'est en toute heure, en tout lieu, même en plein air à 22h30 ou à 21h, selon les couvre-feux, à partir de ce moment-là, on sent bien que c'est beaucoup plus qu'une mesure sanitaire. On le sent aussi quand Joe Biden nous dit vaxxed or masked, c'est-à-dire vacciné ou masqué. Voilà, c'est un peu la bourse ou la vie, sachant que si vous ne donnez pas la bourse, on vous prendra les deux. Dans cette alternative-là, on sent bien que finalement, ce qui est en train de perdre notre époque, c'est pour ça qu'on tire cette sonnette d'alarme, ce qui est en train de perdre notre époque, c'est son visage. C'est le visage même, parce que une fois que vous aurez enlevé votre masque parce que vous aurez été vacciné, en un sens, que sera ce visage qu'on vous laissera, qu'on vous autorisera à découvrir? Ce sera encore le signe de votre obéissance à des règles sanitaires. Ce sera votre adhésion, ce visage découvert, ce sera l'adhésion au nouveau contrat social. Les autres auront le visage couvert, qui est une forme d'adhésion au même contrat social, mais entre les deux, on a perdu on a perdu ce qu'on appelle dans le livre le pacte de visibilité réciproque, le fait d'aller visage nu, le fait de se confier à l'autre dans la confiance, et le mot est le même, et d'aller comme ça, et de prendre le risque de l'envisagement et du dévisagement. vous parliez du vaccin comme étant un autre moyen, non pas de se rapprocher, mais de s'isoler les uns les autres encore dans le livre. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Soit vous portez le masque, soit vous vaccinez pour non pas se rapprocher, mais finalement s'éloigner aussi d'une certaine manière des autres en s'en protégeant. Ça me fait penser à Fahrenheit 451 de Truffaut, où il faut trouver une zone d'exilés, de résistants qui finissent par brûler eux-mêmes les livres, mais en les apprenant par cœur pour les passer au suivant et ainsi de suite. Vous imaginez comme une sorte de résistance là, des gens qui seraient au milieu du troupeau, qui seraient ni vaccinés, qui ne porteraient pas le masque et qui ne le diraient pas. Oui, après, la résistance, elle est toujours d'abord intérieure. C'est-à-dire que peut-être que nous allons devoir consentir comme nous avons consenti à être masqués dans le train, dans les commerces, et puis évidemment parfois en plein air aussi. Nous y avons consenti, mais la question c'est, est-ce que je m'y résigne ou est-ce que j'y consens? C'est pas exactement la même chose. S'y résigner, c'est que c'est comme ça. Et quand on y consent, on garde encore rapport à ce qu'on est en train de faire. Et je crois que ce rapport-là, parce qu'il y a du consentement dans la douleur aussi, ce rapport-là, il doit rester problématique. Ça doit être problématique si voilà,
En gros, je dirais presque, je ne peux pas faire le malin d'avoir eu un masque avant tout le monde, comme on avait vu au début, d'avoir plus de masques que tout le monde, d'avoir été vacciné avant tout le monde, pour déjà ne pas faire le malin. Après, il ne faut pas non plus idolâtrer ces choses-là, ni le port du masque, ni son enlèvement, ni d'être vacciné, ni de ne le pas être. Par contre, il faut garder cet espace à l'intérieur de soi et sans doute le créer politiquement et communautairement, cet espace de liberté. Ça me semble évident. Ce qui est désobligeant avec le vaccin, c'est que en fait, nous avons le choix. Soit, comme je connais un proche qui a 70 ans et qui m'a dit, voilà, je suis vacciné, et comme ça, je suis tranquille, on ne peut plus rien me dire. Et comme ça, si je meurs du Covid, eh bien, ça sera plus de votre faute. J'aurais fait tout ce qui est en mon pouvoir, comme disent les stoïciens. J'aurais fait ce qui est en mon pouvoir et maintenant, advienne que pourra. Et je vous libère de la culpabilité que toute la société vous fait peser en me fréquentant. Et ça peut être comme ça qu'on est vacciné. Mais ça peut être aussi dire, eh bien, tant que tout le monde ne sera pas vacciné, en gros, comme je le dis dans le livre, ou comme nous le disons avec Pierre Dulot dans le livre, ou bien on fait du vaccin la condition de la relation, c'est-à-dire qu'en fait le vaccin, ça n'est jamais qu'un masque continué, c'est la méfiance qui est première, ou bien on fait de la relation la condition du vaccin, c'est-à-dire moi je veux bien être vacciné, mais à condition qu'on me laisse désormais être un citoyen libre et en relation avec les autres. C'est ça la prudence finalement. Oui, tout à fait. La prudence, on a très peu appelé à la vertu de prudence. On a fait de la propagande, on a puni très très sévèrement. Mais finalement, quand on regarde, alors moi je viens de Strasbourg, les gens sont très très disciplinés. C'est peut-être ça qui me fait dire ça. Mais quand je regarde les personnes, jamais il n'a été question d'être imprudent. La dernière fois, je devais aller voir une personne en fin de vie. Et en fait, on m'a demandé de ne pas y aller alors que je repartais loin d'elle et de ne même pas pouvoir aller la voir. C'est une personne en fin de vie. Donc, quel est le risque qu'elle attrape le Covid? Bon, en plus, c'est une personne qui est très au clair avec ça, qui attend sa mort comme on attend un rendez-vous. Et donc, je n'ai pas pu aller la voir. C'est pas ça la prudence. La prudence, c'est pas d'annuler un festival, d'annuler une visite, c'est au cœur de la visite que je lui aurais rendue, j'aurais évidemment été prudent. Et elle l'aurait été. Mais là, quand vous ne pouvez même pas voir la personne, vous ne pouvez même pas exercer cette vertu de prudence. Du coup, ça aurait été une forme de courage. Je veux dire par là, je pense à la maxime du cardinal Mercier, quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part. Bon, c'est-à-dire que vous auriez eu justement à la fois vous lui auriez créé le bonheur de la voir, cette personne, et vous auriez peut-être été courageux de prendre les mesures qu'il fallait pour le faire. C'est ça en quelque sorte, par rapport à ce que vous appelez la prudence dans le livre. Enfin là, la prudence, vous y revenez, mais vous dites la prudence est aujourd'hui non pas une vertu chrétienne devenue folle, selon le mot célèbre de Chesterton, mais une vertu païenne devenue molle. Bon alors, en plus de la poésie et de la rime, mais elle est un prétexte à ne pas agir. Je pense que vous défendez le contraire, justement. Il faut avoir cet équilibre de prudence qui mène au courage, ce courage qui mène à la prudence. Ah oui, tout à fait. De toute façon, si c'est une vertu, la prudence, elle n'est effective que dans son exercice. Or, le fait d'annuler, le fait d'empêcher les gens de se voir, c'est les rendre incapables d'être prudents. Voilà. On a vraiment l'impression qu'on est rentré dans une sorte de gestion du parc humain, c'est-à-dire que au lieu de faire appel à ce que les hommes portent en leur fort intérieur, de vertu, et même comment voulez-vous être vertueux si vous n'exercez pas ces vertus, qu'est-ce qu'on a mis à la place? Des pubs qui jouent sur l'affectif d'un côté et des protocoles froids de l'autre. C'est-à-dire, on varie entre le clip qui est censé vous donner des frissons, vous effrayer ou vous faire pleurer d'un côté, donc l'affectif pur, et de l'autre côté le protocole sanitaire d'une froideur extraordinaire. Voilà. Et je trouve qu'entre ce chaud et ce froid, eh bien, il manque la vraie place de l'homme qui a un cœur et dont le cœur est intelligent, dont le cœur est lié à sa raison. Et alors, est-ce qu'on est trop nombreux pour faire appel à ça? Moi, je ne crois pas. Je crois que quand vous aviez des villages où on n'avait pas le droit on était confinés alors que les personnes n'avaient même jamais vu de près ou de loin le Covid, quand on a aussi confiné les
ces jeunes étudiants, quand on les a privés d'études, il faut voir ce qu'ils ont traversé depuis 1 an et demi, alors même que voilà, les concernant, il est pratiquement, il est rarissime qu'il puisse leur arriver quelque chose. Là, finalement, on invente un monde où c'est même pas que la prudence est partout, c'est que oui, la gestion des masses a remplacé l'appel de la personne à se comporter intelligemment, à se comporter comme on le dit dans le livre. Se comporter, c'est se porter les uns les autres. Et il y a quelque chose de beau là-dedans, mais c'est la défaite des mœurs. Les mœurs n'existent plus. Les vertus qui sont devenues comme une seconde nature, c'est ça, les mœurs. On ne compte plus sur elles. Maintenant, on n'a que des règles. Martin Stephens, parlons un petit peu justement des règles que vous évoquez. Je pense au début de cet ouvrage, d'ailleurs vous exposez le plan dès le début. On se croirait peut-être un cours, je ne sais pas. On ne se refait pas. Je ne sais. En passant par ces différents plans, du plus individuel, le moral, au plus général, anthropologique, nous indiquerons au passage quelle illusion est la nôtre chaque fois que nous pensons, grâce aux puissances techniques et étatiques, faire mieux que l'expérience humaine la plus simple, celle que sait justement traduire, par sa maladresse apparente, le moindre dessein d'enfant. Vous revenez sur les enfants qui, c'est vrai, quand on dessine petit, on dessine nos parents, on dessine une tête, un visage, et puis des bâtons pour désigner les jambes, les bras. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tronc, c'est juste une sorte de marionnette, mais avec un beau visage. Et je reviens, quelle illusion est la nôtre chaque fois que nous pensons, grâce aux puissances techniques et étatiques, faire mieux que l'expérience humaine la plus simple, celle que c'est justement traduire par sa maladresse apparente le moindre dessein d'enfant. Alors, la puissance de la technique étatique, est-ce que c'est justement un appel, dès le préambule de ce texte, un appel à la résistance, à la manière de... évidemment, ça m'a fait penser à ce livre que nous avions lu sur cette antenne d'Ernst Junger, son traité du rebelle, justement, qui invitait à trouver en soi-même quelle était sa part, peut-être au fond de soi. Où est-ce que je vais accepter ce qu'on m'impose? Qu'est-ce qui est inacceptable? Et comment trouver cette vérité en moi? Et quels moyens je prends pour ça? Et ensuite, qu'est-ce qui en découle? Comment dois-je vivre? Comment dois-je interagir avec les autres? Du coup, par rapport à ce monde de l'État et de la technique qui aujourd'hui est partout, parfois avec de très bons fruits, et parfois avec des fruits plus néfastes et parfois dissimulés, est-ce que ce livre est un appel à cette résistance par rapport à la technique? Je crois que être un être humain, c'est à la fois avoir cet art, parce que nous sommes des animaux qui sommes capables de nous abstraire de notre situation, de penser, mais c'est à la fois ce risque de créer ce qu'on appelle dans le livre des abstractions faites ou des abstractions vivantes, la capacité de créer un monde, la capacité humaine de créer un monde qui fonctionne tout seul, c'est-à-dire qui n'est plus humain. On peut l'appeler le capitalisme, on peut l'appeler donc avec Marx ou la technique avec Heidegger, on peut l'appeler comme on veut, le Léviathan avec Hobbes, mais l'homme a cette capacité de créer des réalités qui jouent toutes seules, qui même ne sont plus à la mesure de l'homme, comme Chaplin a voulu le filmer dans les temps modernes. Et être humain, c'est à la fois cela, et à la fois, eh bien, ce que fait Charlie Chaplin dans les temps modernes, c'est que par son humanité, il vient détraquer la machine. Il vient détraquer la machine. Il y a autant d'humanité, si ce n'est plus, dans le corps de Charlie Chaplin qui, par sa maladresse, ralentit la machine, que dans cette invention extraordinaire de l'homme qui est une usine. Et donc, l'humanité, elle est à la fois dans l'aventure d'oser des grandes choses et à la fois dans le combat vis-à-vis de ces grandes choses qu'elle ose pour, eh bien, presque, je dirais, pour les saboter, avec cette idée de sabot. Voilà, et je crois qu'être humain, c'est en effet résister. Les résistants français, c'était quoi? C'était surtout des saboteurs. C'était des gens qui rendaient moins évidente dans la pratique l'occupation. Eh bien, il y a de l'humanité dans le fait qu'il nous faut saboter la machine avec un M majuscule. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'être en relation d'être humain à être humain? Eh bien, c'est entrer dans quelque chose qui ne se
satisfait d'aucun protocole, qui n'est absolument pas machinique. Qu'est-ce que c'est que penser véritablement? C'est bégayer, c'est balbutier. Qu'est-ce que c'est que vivre une histoire d'amour sur le long terme? Eh bien, c'est se rejoindre, se disputer, etc. Tout ce qui est profondément humain ressemble à cette danse maladroite de Charlie Chaplin dans les temps modernes qui vient enrayer les mécanismes tout faits. Est-ce que cette résistance passe justement par le rire, celui de Charlie Chaplin, qui, c'est vrai, il place le rire peut-être dans des endroits les moins risibles, une usine, quoi, où tout est calibré, cadencé, axé sur le maître mot de la production. Et il place le rire dans cet endroit-là. Un peu comme il le placera ensuite avec le dictateur, dans un endroit les moins risibles aussi. Enfin, est-ce que cette résistance passe par le rire? C'est intéressant. Bergson disait que, selon sa célèbre définition du rire, que le rire, c'est de la mécanique plaquée sur du vivant. C'est quand on voit quelqu'un qui devrait être un vivant, un libre, agir comme s'il était une machine. Charlie Chaplin, il ferait presque l'inverse. Il mettrait du vivant dans la mécanique et il espérerait, en tout cas, nous faire sourire par là en nous rappelant que, heureusement, et un des grands espoirs de notre humanité face à ces dispositifs techniques qui nous entourent et qui se jouent de nous, c'est que souvent ça rate et que alors le rire le rire c'est intéressant parce que c'est aussi quand vous riez, notamment dans un fou rire, ça vaut au moins 400 ou 500 mètres d'affilée. Ça libère votre souffle d'ailleurs. Par rapport au visage et au masque, on ne peut pas avoir un fou rire en portant un masque. Vous faites l'expérience, vous étouffez. Revenons à Chaplin. Et il y a un personnage intéressant, c'est le patron de l'usine. Il contrôle tout. Il est de son bureau, il appuie sur un bouton, l'aspect technique, il voit sur la caméra, sur son mur, ses ouvriers en train d'agir. Et là, il leur demande par la voix, par la capacité de transmettre le son, une cadence plus importante. Toujours plus importante d'ailleurs. Par rapport à ça, je relis votre livre, nous sommes page 23, entre Ignorer l'urgence et puis un chapitre intitulé Flou. Vous insistez sur la palinodie de l'État qui donne des directives un jour dans un sens, le lendemain dans l'autre. Au contraire, sa triste palinodie qu'elle voudrait faire passer pour du pragmatisme entretient la stupeur qu'elle était censée conjurer. Parce que depuis des mois, ces contradictions sont de facto devenues un facteur de contrôle social et d'emprise psychologique. Alors je viens, un contrôle social et d'emprise psychologique, je pense à mon patron dans le film de Chaplin. Est-ce que nos gouvernants, par là, ont trouvé un moyen, peut-être inespéré, peut-être pas pensé avant la crise, mais d'avoir un contrôle sur tous les pans de notre vie? Ils y ont goûté finalement une certaine forme de dictature. On n'aurait pas pensé voir peut-être De Gaulle s'exprimer comme le fait Emmanuel Macron, sur tous les pans de notre vie, nous expliquer comment, j'imagine mal, un certain De Gaulle nous expliquer comment se laver les mains. Il y a peut-être un contrôle là qu'ils veulent obtenir sur le moindre aspect de votre vie, sur comment, à partir de telle heure, il faudra un papier pour aller chercher votre pain, à partir de telle heure, vous ne pourrez plus rouler, etc., etc., etc. Alors est-ce que pensez-vous qu'ils aient pu goûter justement à une forme de pouvoir que nul autre avant n'avait goûté? Oui, même si ce pouvoir-là, ils y sont eux-mêmes soumis. Ce contrôle, nous l'avons aussi sur leur vie. Nous voulons tout savoir. Alors, ils sont obligés même de se filmer en train de boire un café en terrasse. Enfin, il y a quelque chose qui est véritablement terrible, c'est qu'on a l'impression qu'en effet, ces gens qui exercent le pouvoir sont en réalité pris dans quelque chose qui les dépasse et qui, d'ailleurs, en effet, on nous explique comment nous laver les mains. Même dans certains pays, ça a été encore plus loin, mais combien de personnes ils avaient le droit d'être à table, et puis même comment couper la dinde, et puis même... Bon, c'est impressionnant. Le politique, l'État n'a pas le droit de rentrer dans la... En fait, l'État doit se tenir en amont de tout ce
qui le précède. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de toucher à la raison humaine, parce qu'il est lui-même le fruit de la raison humaine. Et quand là vous parlez de ces injonctions perpétuelles d'une part, et en plus perpétuellement contradictoires d'autre part, ça rend impossible l'exercice d'un juste jugement, l'exercice de la prudence. Or, l'État, il trouve tout fait quand il arrive bien la vie, le corps humain, le milieu humain et le milieu naturel, la raison, le fait que nous mourions, etc. Et donc tout ça, il doit le regarder comme quelque chose de sacré. Il ne peut pas faire n'importe quoi de notre faculté de penser, il ne peut pas faire n'importe quoi de ce milieu humain dans lequel nous vivons, par exemple la famille, qui précède l'État. Et donc quand l'État entre par exemple dans la famille, eh bien en réalité, il profane quelque chose qu'il devrait regarder comme sacré, car la famille vient avant l'État. Continuons juste un point. Vous parlez du vaccin. Vous dites, c'est très manifeste, le vaccin qui impose notre vie commune, son calendrier, qui s'érige donc comme condition de tout le reste. Aussi faudra-t-il, nous dit-on, continuer à porter le masque et à nous tenir à distance les uns des autres, bien au-delà des vaccinations de masse. Il apparaît alors ceci qui est un bouleversement inquiétant. Ce n'est pas parce que nous voulons à tout prix cesser de nous protéger les uns des autres que nous désirons ce vaccin. Nous le désirons parce que nous voulons ne plus jamais cesser de nous protéger les uns les autres. Alors, première question, ne faites-vous pas l'amalgame entre le virus et le malade ? Alors, alors l'amalgame, justement, ce que nous voudrions, c'est que nous soyons plus que des porteurs potentiels de maladies. Précisément, nous voudrions désamalgamer, comme on dit aujourd'hui, l'un et l'autre, mais ce qui aussi renforce le pouvoir, même si ce n'est pas forcément le pouvoir d'un tel ou d'un tel, c'est-à-dire qu'après Macron, il pourra venir quelqu'un d'autre, il ferait sans doute exactement la même chose. Mais ce qui renforce ce pouvoir-là, c'est précisément que nous avons été mobilisés pour une guerre. Donc qui dit guerre dit ennemi, mais l'ennemi était intérieur d'une part et invisible de l'autre, et cet ennemi, chacun en était en réalité le passeur. Donc chacun s'est trouvé comme étant le passeur de l'ennemi. Alors voilà, on pourrait dire oui, tous ensemble unis contre le virus, en effet, et non pas tous ensemble prémunis les uns des autres. Mais mine de rien, dans la traduction sociale, moi je me demande si j'aimerais bien, mais on ait recréé une sorte de pacte social sur le fait qu'on a un ennemi commun et que cet ennemi commun, ce soit le virus. Pourquoi pas ? À mon avis, c'est très problématique parce que ça veut dire que l'homme se place collectivement contre un phénomène naturel et il n'est pas dit que les virus n'aient pas joué aussi leur rôle et que l'homme ne peut pas, jusqu'à la fin de son existence, tenter de s'immuniser absolument contre son milieu. Mais bon, donc admettons, on fait ce nouveau contrat social, on est tous en guerre contre le virus, et c'est ça qui désormais nous rassemble, et l'humanité qui est dispersée dans la mondialisation a enfin trouvé son ennemi commun, et nous sommes tous frères dans ce combat, ou tous citoyens, et c'est une nouvelle forme de citoyenneté. Mais en réalité, dans les faits, comment ça a été vécu ? La dernière fois, je me promenais avec mon fils de 2 ans et demi. Alors évidemment, je ne lui mets pas de masque. Et une femme a fait un grand écart sur la route, ce qui était un peu dangereux. Et en me disant, vous pourriez quand même lui mettre un masque. J'avais envie de lui dire qu'elle n'avait aucune raison de l'attraper. On était en plein air. Et donc, vous voyez bien que finalement, c'est peut-être un peu abstrait d'être tous unis contre un virus. Je pense que le fruit de cette crise, c'est que nous avons tous été désunis et mis les uns face aux autres et les uns contre les autres. Est-ce que c'est cette femme, par exemple, qui vous a fait écrire ce petit mot de « jamais » ? Je relis la phrase. « Nous le désirons parce que nous voulons ne plus jamais, et il est en italique, cesser de nous protéger les uns des autres. » Alors pourquoi c'est italique ? Et pourquoi cette importance ? C'est-à-dire, c'est un jamais qui pèse quand même très lourd. Hein. C'est long, jamais. Là, c'est toujours, quoi. Jamais cesser de nous protéger les uns des autres, quoi. Ça montre presque une défiance, en fait, quoi. Là, on parle
Il y a quoi? Il y a un mètre et demi entre nous. On est loin de ce jamais, hein. Oui, parce que il y a peut-être dans cette phrase-là quelque chose qui dramatise, mais pour nous montrer que c'est la collection qui s'appelle Point de bascule, mais pour nous montrer que nous sommes dans un, dans un basculement possible. Et vous savez, la fonction des prophètes, c'est quoi? C'est d'annoncer le pire, non pas parce qu'il va arriver, mais pour qu'il n'arrive pas. Et dans ce jamais, il y a un peu cet effet d'annonce. Et, et quelque chose qui malheureusement est dans l'air. Il y a quelque chose qui est dans l'air malheureusement dans ce glissement hors de la communauté vers l'immunité, hein, qui est étymologiquement le contraire même de communauté, l'immunité. Que des structures et des moyens techniques nous protègent désormais les uns des autres. C'est peut-être en effet une tendance de notre actuelle humanité au niveau politique, avec de plus en plus de passeports, de passes sanitaires. Au niveau individuel, hein, il y a qu'à se promener la nuit dans des quartiers résidentiels, c'est terrible, les gens n'ont de cesse de se protéger les uns des autres. Oui. Voilà, il y a quelque chose dans l'humanité telle qu'elle est en train de se dessiner, d'un désinvestissement de la rue comme lieu de rencontre pour, en effet, un retour chez soi avec la peur d'être dérangé. Et c'est peut-être même, on parlait de ça au début, mais c'est peut-être même la peur de ce Dieu, de Jésus qui dit qu'il reviendra comme un voleur. Vous voyez, on est en train ça me fait penser aussi à ce texte incroyable de Jacques Ellul, Sans feu ni lieu. Et Jacques Ellul rappelle que le premier à créer la ville, c'est Caïn. Et Caïn, c'est très intéressant parce que après qu'il a tué Abel, il a reçu la protection de Dieu. Dieu lui a demandé de devenir comme Abel, un nomade, mais il avait sa protection. Quiconque toucherait à Caïn serait maudit. Bon, bref, il pouvait aller dans son nouveau statut en paix. Or, Caïn crée la ville, Enoch. Et cette ville, c'est quoi? Eh bien, c'est finalement l'homme qui se protège de la protection que lui propose. C'est le poème de Victor Hugo. Oui, tout à fait, c'est le poème de Victor Hugo. Ouais. Et c'est vrai que Caïn se protège de cette protection. C'est quoi nos villes? C'est quoi nos villes qui vont pratiquer de plus en plus la reconnaissance faciale, en tout cas la surveillance généralisée, le projet est passé, projet de sécurité globale. Eh bien, c'est l'homme qui se protège de l'homme, mais qui, ce faisant, s'enferme, crée son propre enfer, sa propre chape de plomb. Voilà, c'est pour ça qu'on pousse un peu un cri d'alarme. C'est vrai que là, je vois des gens en terrasse, mais pour moi, une terrasse autorisée, si vous voulez, c'est l'inverse de la terrasse. Pour moi, le café et l'église sont les deux lieux que je préfère parce que c'est des lieux. Alors le café, il faut quand même avoir 1 euro. Alors à Paris, c'est beaucoup plus, mais là où je suis, c'est 1 euro et quelques. Il faut au moins avoir ça. Bon, sauf si on connaît bien le gars, on pourra payer à la fin du mois. Et l'église, j'ai même rien besoin d'avoir. Eh bien, ces deux lieux-là ont été frappés de cette maladie qui est pas simplement ce qu'on a vécu, la crise de l'hôpital, mais c'est la crise de l'hospitalité. Quittons la ville. Partons chez les Bororo. Partons chez les Bororo avec un certain Claude Lévi-Strauss. Alors, vous dites, surtout, pour le dire positivement, nous sommes peut-être en train de comprendre que derrière un fait apparemment donné, la visibilité du visage humain, il y avait une formidable conquête historique. Peut-être sommes-nous mis face au fait que toute civilisation n'est pas capable de se porter à hauteur de ce qu'exige la visibilité du visage humain. Devant la provocation relationnelle permanente que nous ne pouvons plus assumer, notre civilisation, s'avouant impuissante, se retire dans le confort obscur que procure l'invisibilité. Nous pouvons alors oser la conjecture suivante. Une société qui ne s'articule plus qu'en fonction de son refus principiel de la transcendance doit finir par effacer ce qui, jusque dans sa chair, tout autour des deux yeux, s'est bien longtemps vécu comme et aussi appelé l'image de Dieu. Alors, la phrase est en italique, hein. Peut-être sommes-nous mis face au fait que toute civilisation n'est pas capable de se porter à hauteur de ce qu'exige la visibilité du visage humain. Notre civilisation, s'avouant impuissante, se retire dans le confort obscur que procure l'invisibilité. Je n'ai pas pu empêcher d'aller plus loin que le visage humain. Je pense à ce Claude Lévi-Strauss qui va voir les Bororo au fin fond de l'Amérique du Sud. Ils sont tout nus, les gars, là-bas. Enfin, ou presque. Ils se voient entièrement. Et je me suis demandé si ce genre de population, qui
certaines existent encore, parfois très difficilement, n'ont-elles pas quelque chose à nous apprendre en fait? N'ont-nous pas une leçon à tirer de leur manière de vivre par rapport à notre façon de nous protéger? Vous parliez de se balader le soir dans certains quartiers résidentiels où chacun ne se voit plus. Combien ai-je d'amis qui, dans leur propre immeuble, ne connaissent pas leurs voisins? Oui et non. Oui, parce que vous avez tout à fait raison, ce sont des civilisations de la communauté et de la convivialité, et qui sont toujours assez pauvres, hein, pour parler comme Ivan Illich, toujours assez pauvres pour avoir besoin les uns des autres, et qui même soignent cette pauvreté parce qu'elle est toujours, en effet, cause de convivialité. Oui et en même temps non. Non, parce que quand on voit ces civilisations, alors elles vivent nues parce que la pudeur n'est pas dans l'habit comme pour nous, mais dans le regard. Hein. Il est absolument défendu de regarder la poitrine des femmes, les fesses et les sexes des hommes et des femmes. C'est tout à fait impossible. Si vous voulez, si vous le faites, les enfants le font, mais à partir d'un certain âge, eh bien, la chose est interdite. Donc c'est une pudeur très exigeante, hein, une pudeur qui se situe au niveau du regard et qui fait qu'on peut même faire notre besoin à 2 mètres de quelqu'un, on sera outré s'il nous regarde. Bon. Donc ça va, ils s'entendent en termes de honte et de pudeur. Il y a même un ethnologue allemand, Hans-Peter Duer, qui raconte que lors d'une cérémonie, celui qui assiste le prêtre pète et il salue et il va se pendre. Voilà, alors, je crois que c'est en Afrique méridionale. Bon, pour vous dire, bon, et regardez, ce sont aussi des civilisations, c'est Gilles Deleuze qui dit ça avec Guattari, toutes les civilisations primitives sont des civilisations du marquage, du tatouage. Et quelque part, le tatouage, eh bien, c'est l'habit permanent. Quelque part, le tatouage, c'est ce qui fait que vous n'êtes plus jamais nu. Le tatouage, c'est le masque d'invisibilisation, en un certain sens, et qui convient bien à des sociétés où holistes, comme on dit, où on ne peut pas exister en dehors de cette communauté-là. Nous provenons, à mon avis, du Christ pour encore un petit temps. Et le Christ, lui, c'est celui qui est ni dans la civilisation holiste, où on n'a pas le droit d'exister en dehors de notre famille, en dehors de notre clan, en dehors ni la civilisation individualiste, la nôtre, dans laquelle on entre de plus en plus. C'est vraiment celui qui nous dit « Allez au monde ». Et rencontrez-vous dans cette nudité. La nudité du Christ sur la croix, elle est bien plus nue que celle de l'aborigène parce que il n'y a pas de tatouage. C'est la nudité de celui qui nous indique par là qu'il n'y a pas de plus grand amour que quand on ose alors aller nu. Nous, on a réservé la nudité au seul visage, mais par là, cette nudité est encore plus visible et extraordinaire. Dernière question, Martin Stephens, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Pour un philosophe, pour le philosophe que vous êtes, et enseignant, cette expérience du visage, avez-vous déjà pensé un jour en parler? Et est-ce un point d'échec de devoir en parler aujourd'hui par rapport à cette pandémie? Ou est-ce là un sujet justement de choix? En gros, est-ce que cette crise, est-ce que vous regrettez qu'on en soit arrivé là, au point de devoir en parler dans un ouvrage, pour nous réveiller, peut-être pour nous dévoiler justement quelque chose que nous n'avions pas pensé? Ou est-ce que c'est quelque chose de positif que de se poser cette question du fait de cette crise? C'est les deux, parce que en effet, on aurait préféré ne pas découvrir. Le principe, c'est ce sur quoi l'on s'appuie. Et donc, on ne découvre qu'un principe était un principe que quand il vient à se fissurer. Donc, on aurait préféré ne pas voir que toute notre socialité reposait sur la nudité, la visibilité du visage humain. Parce que tant qu'on ne s'en rend pas compte, c'est que la chose nous aurait porté. Là, quand on doit porter ce qui nous portait, c'est qu'on est dans une crise. Et en même temps, comme toujours, la merveille ne se laisse jamais mieux voir que quand elle nous dit au revoir. Et donc, je crois que c'est une occasion qui nous est donnée. Lévinas avait déjà pensé le visage humain aussi. On cite Lévinas, mais Lévinas avait un maître en la matière qui était Max Picard, le très beau livre Le visage humain. Mais pourquoi l'avait-il pensé? Sans doute parce que au XXe siècle, c'était déclenché des processus déjà d'invisibilisation du visage, des processus totalitaires, des processus techniques, qui créent des gueules
cassés en série. Et donc, ils ont vu cette merveille du visage parce que précisément, on nous en privait. Même le Christ qui nous fait voir que Dieu a visage humain, et bien même lui, finalement, dans sa passion, on lui couvrit son visage, comme il est dit en Matthieu, je crois. Et donc, on ne voit jamais mieux la chose que quand on la sent en train de nous quitter. On ne s'en fait jamais meilleur protecteur que si on en perçoit la fragilité. Nous avons fait cette interview à visage découvert. Était-ce pour vous un acte de résistance ? Je crois que l'acte de résistance, il est à poser fondamentalement. Et c'est quelque chose de très simple, la résistance. C'est à tout instant aller chercher l'humanité en soi pour découvrir celle qui est en l'autre. Et donc là, ça fait partie en effet de cette grande résistance qui doit être comme le fil discret de notre existence. Je vous remercie pour ce sourire qui me fait sourire également. Je n'ai pas perdu ce réflexe et je vous remercie enfin tout simplement pour ce face-à-face.